vous allez bientôt quitter vos fonctions au sein de l'OMC. Et avant de parler de l'avenir, quel regard portez-vous sur le parcours accompli jusqu'à aujourd'hui? Comme je le dis parfois, j'ai eu la chance de travailler dans un cadre national, dans le cadre européen et dans le système international. Et donc je suis passé en quelque sorte de la gouvernance solide, qui est celle de la République française, que j'ai servi dans mes premières années, à une gouvernance un peu plus liquide, qui est celle de l'Union européenne, et enfin à une gouvernance carrément gazeuse, qui est celle du système international. Donc j'ai pour l'instant vécu 3 états de la matière, et à chaque fois j'ai beaucoup appris, et ces translations de l'un à l'autre n'ont pas toujours été commodes, parce que quand on est habitué à un système, à un certain environnement de travail, de relations, de principes, il faut changer. Mais du coup, j'ai beaucoup appris. Et les 8 années que j'aurais passées à l'OMC ont été 8 années d'apprentissage quotidien, de frustration parfois, parce que ce système international est encore extrêmement visqueux, épais, obscur. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que la construction européenne a sa propre contribution, sa propre pierre à apporter à un système international qui soit un peu plus efficace et un peu moins égoïste. Le modèle que vous venez de décrire à 3 niveaux, national, régional et international, était un modèle qui était souvent évoqué par Paul-Henri Spaak au moment des premiers pas de la construction européenne, et donc je me demandais s'il y avait par hasard quelques figures marquantes des pères fondateurs de l'Europe qui vous ont particulièrement marqué? Non, ils m'ont marqué parce qu'ils ont laissé un héritage que Delors a recomposé à sa manière et que je recompose moi-même à ma manière. Hein. Donc, je veux dire, ils ont été les pères fondateurs. Parmi eux, c'est sans doute parce que je suis français, Jean Monnet, qui probablement a été celui qui, conceptuellement, m'a le plus marqué. Et c'est Jean Monnet qui disait que la construction européenne n'est qu'une étape dans l'organisation du monde de demain. Et Jean Monnet avait eu, en quelque sorte, une expérience un peu similaire à la mienne, mais lui, il avait commencé dans le gazeux, à la Société des Nations, qui lui avait inspiré un certain nombre de réflexions, et puis ensuite, il est passé dans le national et dans le bilatéral avec les États-Unis, et après, il est passé dans le système européen. Mais il a aussi, en quelque sorte, traversé, avec un itinéraire différent, ces 3 états de la matière, et je crois que ça l'a inspiré. Et donc, cet héritage-là, il est là, même si ce qui a inspiré les pères fondateurs, c'était quand même très très marqué par les conflits mondiaux que l'Europe a subis au XXe siècle, et si les raisons qu'ils avaient de se lancer dans cette entreprise étaient très fortes à l'époque, le sont moins maintenant, parce que la mémoire des faits passe, l'histoire est là, mais la mémoire de l'histoire s'affadit avec le temps, et que je pense que cette construction est toujours aussi pertinente, et je pense que si on n'avait pas inventé la construction européenne, le marché commun, si ces pères fondateurs n'avaient pas pensé cela à l'époque, il faudrait le penser aujourd'hui. Simplement, il faut probablement trouver des raisons de cette construction qui est difficile, qui est pénible pour des tas de raisons. Il faut trouver une nouvelle énergie politique qui soit capable de remplacer l'énergie initiale qui a en quelque sorte disparu. Vous êtes père de 3 enfants, et je me demandais s'il vous arrivait de parler avec eux du monde, des affaires du monde, et quel regard ils vous offrent en retour, et si le dialogue transgénérationnel est important pour vous. Oui, évidemment, d'autant plus qu'ils ont, dans leur vie professionnelle, les uns et les autres sont parfois sortis de France, y compris pour aller très loin, en Australie par exemple. Donc, bien sûr qu'on en parle, mais je sais bien que
la matrice qui a été la mienne, le monde dans lequel j'ai vécu quand j'étais jeune, a totalement changé pour eux. Des tas de choses de l'ordre de l'international ou de l'européen sont maintenant pour eux des évidences, une espèce de capacité à combiner une identité individuelle, une identité régionale dans nos racines normandes, une identité nationale, ils sont français, une identité européenne, aucun d'entre eux ne se sent vraiment à l'étranger dans un pays européen, et même une identité mondiale. Donc je pense que cette génération est, d'un certain point de vue, beaucoup plus flexible, beaucoup plus souple à ce problème d'articulation d'identité que notre génération a encore, pour tous ceux qui n'ont pas eu, disons, la chance que j'ai eue d'être exposé à ces mondes divers, notre génération n'est pas tout à fait dans les mêmes paramètres. Et il y a là, à mon avis, des raisons d'espoir, parce que ce qui freine les progrès de la construction européenne a, à mon avis, beaucoup à voir avec les systèmes de représentation, de culture, les symboles, l'histoire, la mythologie. Leur mythologie est une mythologie plus mondiale que la nôtre. En tant que directeur général de l'OMC, vous avez voyagé, j'imagine, de manière absolument... Oui, je fais en moyenne 450 000 km par an, oui. Et je me demandais si tout ceci, comment est-ce que ça a contribué à enrichir votre regard sur le genre humain dans son ensemble? Quel regard portez-vous sur le genre humain? Beaucoup. Je porte un regard probablement plus empathique, plus sympathique sur cette diversité que la plupart de mes co-nationaux français, qui en plus ont certaines difficultés, disons, à articuler leur rapport avec le reste du monde dès lors qu'il ne s'agit pas d'être la lanterne qui éclaire l'avenir du monde. Par expérience, et c'est d'ailleurs un enrichissement considérable, à chaque fois que je vais dans un pays, pour discuter de choses concrètes, parce qu'à l'OMC, on discute de poulets, de sacs plastiques, de voitures, de camions, de brevets. Ça m'oblige, à chaque fois, à essayer de rentrer dans la peau de mes interlocuteurs, de comprendre ce qui a formaté leur perception, ce qui motive leur position de négociation, ce qui motive leur culture de négociation. Et de ce point de vue-là, j'ai évidemment bénéficié d'un enrichissement considérable. Je sais que c'est un privilège, et autant je pourrais le faire partager, autant je le ferai. Mais ça m'a aussi donné un regard sur l'Europe, un regard extérieur que je n'avais pas comme Français, ou même quand j'ai travaillé à la Commission avec Delors et ensuite comme commissaire. Je perçois mieux ce qu'est l'identité européenne dans le regard des non-européens. L'identité, Sartre et Simone de Beauvoir l'ont bien dit, c'est un double regard, c'est le regard qu'on porte sur soi-même et c'est le reflet du regard que les autres portent sur vous-même. Et de ce point de vue-là, j'ai découvert ici que l'identité européenne était probablement beaucoup plus claire dans le regard des non-européens qu'elle ne l'est dans le regard des Européens. Et ça, je crois que c'est une leçon importante. Et à un moment où justement il faut en quelque sorte reconstituer une identité, un soubassement d'identité européenne qui remplace cette espèce d'identité négative qui consistait à dire bon, on ne fait plus la guerre. Très très important, mais comme on l'a déjà dit, dont disons le pouvoir de mobilisation est en train de s'éteindre. Je souhaiterais souvent que les Européens apprennent ce qu'ils sont en écoutant ce que les autres en pensent. Alors, je sais que c'est un peu utopique, mais il y a de ça, et
l'unicité, la spécificité de la civilisation européenne, qui est cette espèce de mélange d'économie sociale, de marché, avec une sensibilité environnementale un peu particulière, le fait qu'il y a des systèmes sociaux qui sont quand même beaucoup plus développés, même s'ils ne sont pas tous parfaits, que dans le reste du monde. Les non-européens savent que c'est en Europe qu'on dépense 50% des dépenses de sécurité sociale dans le monde. Bon. Et ça, je trouve qu'il serait bon que les Européens eux-mêmes prennent connaissance de cela et l'assument en tant que projet identitaire, non pas pour imposer cette identité aux autres, ces temps-là sont, Dieu merci, terminés, mais pour être capable de mieux les juxtaposer. Vous évoquez souvent des termes comme ça, comme valeur, tradition, civilisation. Cette dimension est importante pour vous ? La dimension humaine, la dimension... Elle est, si vous voulez, elle est essentielle parce que, à la fin du fin, il faut parler à des individus constitués qui ont une identité. Il faut savoir qu'elle a été formatée, qu'elle pèse sur leur perception, leur réaction. Et je suis convaincu que, d'abord au plan européen, mais aussi au plan mondial, dans les efforts de construction d'espaces politiques, institutionnels, de régulation, européens ou supranationaux, mondiaux, et l'OMC est un assez bon exemple de ça, c'est une dimension qu'on a trop négligée. On a fait appel à des architectes, à des corps de métier, d'économistes, de juristes, de constitutionnalistes, de diplomates. On n'a jamais vraiment écouté assez, à mon avis, les sociologues, les anthropologues, les psychologues, dont il faut bien dire qu'ils n'étaient pas non plus forcément tout à fait prêts à prendre la parole sur ces sujets. Je pense souvent qu'on aurait dû les stimuler davantage, et que, aussi bien au plan européen qu'au plan mondial, c'est une dimension qui manque. Ce qui est en cause dans une gouvernance autre que celle qui est formatée par la matrice de l'État-nation, dont la naissance a coïncidé historiquement avec celle de démocratie, disons, de type libéral et parlementaire, cette différence-là n'est pas assez étudiée, exploitée. Ce que une construction d'un espace politique non national met en branle de réactions identitaires, de projections symboliques, ne fait pas assez partie de ce que nous regardons, savons. Donc il y a tout un pan que la construction européenne a négligé. On a fait dire à Jean Monnet ce qu'il n'a jamais dit, que s'il avait recommencé, il commencerait par la culture. Il n'a jamais dit ça, mais il y a quelque chose de vrai, au moins si on entend culture au sens allemand, plus que français. Il manque à la construction européenne ce pan qui est celui du fond d'une anthropologie qui soit autre que l'anthropologie nationale. Et ce qui est vrai pour la construction européenne est aussi vrai, à mon avis, sur le plan mondial. Et c'est là qu'inévitablement, on débouche sur des questions de valeur. Si l'identité européenne existe dans les yeux des autres, c'est parce qu'elle est un certain alliage de valeurs, avec une chimie un peu particulière, sous des conditions historiques de température, de pression, de géographie. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles le système international est aussi poussif, et on l'a bien vu à l'occasion de la crise, qu'il a en quelque sorte stoppé les progrès de la gouvernance internationale, quand il ne les a pas fait parfois reculer, comme par exemple en matière d'environnement, je pense que il y a là tout un champ d'études, de travail, de connaissances qui jusqu'à présent a été négligé. Pour revenir au premier pas de la construction européenne, et après on
cette époque. Il y avait, au moment des premiers pas, donc plusieurs projets, plusieurs idées de comment s'intégrer. Je pense l'opposition entre fédéralistes, unionistes, etc. Et donc je me demandais comment s'est développée l'Europe à partir de ce moment-là, et quel projet on a choisi, pourquoi, et si ceci ne peut pas être une source d'inspiration pour penser l'avenir. Non, vous l'avez dit, il y avait deux grandes écoles au départ, une école fédéraliste et une école plus intergouvernementale, une école d'intégration et une école de coopération, elle-même d'ailleurs inspirée par des penseurs ou des philosophes des siècles précédents. Et la construction européenne a toujours été, de ce point de vue-là, hybride. Avec, de temps en temps, on a basculé du côté un peu plus fédéral, quand on a fait la communauté européenne du charbon et de l'acier, et la haute autorité à l'époque, c'était clairement d'inspiration fédérale. Quand on a créé le directoire de la Banque centrale, c'est clairement d'inspiration fédérale. Bon. Et en même temps, quand on a créé le Conseil européen, c'était clairement d'inspiration gouvernementale. Quand on regarde un certain nombre d'avenues qui ont été explorées en matière monétaire, on a commencé par quelque chose d'intergouvernemental. Schengen a commencé par quelque chose d'intergouvernemental. La politique de coopération ou de politique étrangère a toujours été d'inspiration intergouvernementale. Et selon les moments, on est allé un peu plus dans une direction ou un peu plus dans une autre. La question est de savoir si on peut garder cette espèce de construction hybride, qui est à la fois, disons, romane fédéraliste et gothique intergouvernementale, si on peut longtemps continuer à construire l'édifice de ce type, sans qu'il ne ressemble à la Sagrada Familia, qui est, disons, un modèle architectural qui peut laisser un peu perplexe. Bon. Et je ne suis pas sûr de la réponse à cette question, mais ce que je sais, c'est que, par exemple, les institutions du traité de Lisbonne, parce qu'elles ont installé cette double filiation au niveau des institutions, sont d'un fonctionnement très difficile. Si je rencontre un président d'un pays de 20 millions d'habitants, et il en passe pas mal ici, et qu'il vient de Bruxelles et que je lui demande ce qu'il a fait à Bruxelles, il me dit qu'il a vu un certain nombre de personnages importants à Bruxelles pendant 2 jours, et quand il s'agit de décliner leurs fonctions ou qui ils sont, ça devient nettement plus flou. Hein. J'ai l'impression que ce président extrêmement important et hôte d'honneur des institutions bruxelloises a été baladé du Conseil à la Commission, au Parlement. Parfois, la distinction entre l'Union européenne et le Conseil de l'Europe n'est pas absolument évident. La distinction entre la Cour de justice européenne et celle de Strasbourg n'est pas absolument évidente. Donc il y a quand même un côté baroque dans tout ça, dont je ne suis pas sûr que ce soit tenable à terme. Pas d'ailleurs tellement pour des raisons esthétiques, mais parce que l'habitation institutionnelle, les processus de décision, la communication avec ce qu'elle implique de simplicité, ne sont pas forcément à l'aise dans tout ça. Alors évidemment, maintenant, avec l'expérience que j'ai, si j'avais à choisir, je prends évidemment la méthode d'intégration côté fédéral, pas par philosophie fédéraliste, mais parce qu'en gros, pragmatiquement, si on regarde ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et aujourd'hui, ce qui marche et ce qui marche moins bien, il n'y a quand même pas photo, c'est quand même la méthode inspirée de l'intégration fédérale qui est la plus efficace. Et cette idée selon laquelle, parce que les gouvernements sont légitimes et que la Commission l'est moins, c'est l'intergouvernemental qui va traiter ce problème de déficit démocratique et pas, je trouve, n'est pas convaincant. Je ne suis pas sûr.
que les gens considèrent qu'un dispositif intergouvernemental pas très efficace, ce soit plus légitime qu'un dispositif intégré plus efficace. Est-ce qu'aujourd'hui, le célèbre mot de M. Kissinger, l'Europe c'était le numéro, qui dois-je appeler, est toujours d'actualité? Oui, toujours. Je crois qu'il exprimait à la fois, et le connaissant bien, il n'y avait rien d'ingénu dans cette question. Henry Kissinger n'est pas quelqu'un qui pose des questions ingénues. Il y avait à la fois une espèce d'étonnement, mais il y avait aussi le fait que, aussi longtemps que ce ne sera pas le cas, je ne suis pas sûr qu'on vous prendra au sérieux. Et clairement, on n'en est pas là. Les domaines dans lesquels l'Union européenne a une identité internationale réelle sont peu. Il y a le commerce, comme par hasard, c'est un système fédéral. Il y a eu à un moment le développement, mais d'un certain point de vue, c'est une bonne chose que l'histoire éloigne l'importance de la politique de développement, parce que les pays se développent. Il y a l'environnement, et qui, lui, est affublé d'un dispositif institutionnel atroce pour ceux qui ont à le travailler. Il suffit de se rappeler de Copenhague pour le constater. Et c'est certainement un handicap. C'est bien de dire qu'on parle d'une seule voix, à condition que, disons, y arriver soit possible et ne se traduise pas par des positions qui sont tellement Michou qu'elles finissent par ne plus signifier. Mais la vérité, mon expérience, disons, internationale, c'est que ce n'est pas parler d'une seule voix qui compte, c'est parler d'une seule bouche. Et ça, c'est ce que voulait dire M. Kissinger. En 1948, il y a eu le congrès de La Haye qui a fédéré tous ces mouvements pro-européens de différentes obédiences, on va dire, et qui a donné vie au mouvement européen. Vous avez été membre du bureau français, et donc je me demandais si par hasard vous avez quelques mots à nous dire sur le mouvement européen, si vous pouviez nous dire son importance dans Non, je pense qu'il est important parce que, disons, c'est un mouvement de la société civile, c'est une organisation non gouvernementale, le mouvement européen, comme on dit aujourd'hui. Bon. Et il y a là quelque chose de précieux, c'est transparti, mais il est vrai que ce que j'ai dit il y a un moment sur la nécessité de retrouver une énergie qui soit mobilisatrice est aujourd'hui un défi pour le mouvement européen. Je pense que se référer aux mannes des pères fondateurs n'est plus suffisant. Et je crois qu'il faut que le mouvement européen participe à cette espèce de refondation des raisons qu'on doit communiquer au public pour l'aider à comprendre dans le monde d'aujourd'hui pourquoi d'abord et comment ensuite il faut continuer cette intégration. Et je pense que là il y a une espèce de question idéologique à laquelle je crois que le mouvement européen devrait répondre plus clairement. Le premier secrétaire général du mouvement européen était Joseph Ratzinger, qui était le promoteur du congrès de La Haye. Et c'est une figure que j'ai découverte au fil des ans et qui est peu connue en réalité. On parle beaucoup de Schuman, de Monnet, etc., mais rarement de M. Ratzinger. Donc si vous pouviez nous dire quelques mots sur M. Ratzinger. Non, mais la construction européenne est peuplée de personnages qui ont été cruciaux, et il l'a été, et qui, pour des tas de raisons, parfois de tempérament, parfois de circonstances, ne se sont pas montrés sur le devant de la scène. Il y en a énormément, comme lui. Prenez quelqu'un comme Émile Noël, qui a été vraiment un des cantonniers les plus constants, permanents de cette construction, et dont le nom n'a pas laissé de traces dans l'histoire jusqu'à présent. Donc, ça, si vous voulez, c'est un peu le sort de toutes ces entreprises historiques.
tout le monde n'apparaît pas sur la scène, et il faut après que les historiens, et un travail comme le vôtre y contribue, au fond, redistribuent un peu les rôles et expliquent à quel moment, pourquoi un tel dont on n'a plus entendu parler a été crucial, et je crois que c'est une des fonctions de l'histoire que de remettre, au fond, les acteurs à leur place, même si, disons, dans les turbulences de l'actualité, ça n'est pas toujours apparu. Maintenant, je touche à une question un peu délicate, c'est concernant le groupe Bilderberg que Joseph Rettinger a créé. Vous avez participé à plusieurs conférences de Bilderberg, et sans rentrer dans le détail évidemment, mais j'aimerais bien comprendre si vous pouviez nous décrire ce que sont réellement ces conférences et quelle est la valeur ajoutée qu'elles ont tant dans la construction européenne que dans le dialogue transatlantique. Non, tu lis le Bilderberg, comme la trilatérale, comme Davos, comme tout un tas de ces forums internationaux, est, disons, une occasion d'échange, d'interconnexion, de travail, d'exposition. Ce qui caractérise le Bilderberg, au fond, c'est vrai que c'est un cercle restreint, peu nombreux, et de très très haut niveau, si on en juge par, disons, les responsabilités qu'exercent, que ce soit dans le secteur privé, dans l'administration, dans la politique, ces participants. C'est d'ailleurs sans doute ce qui, par rapport à d'autres forats qui sont un peu plus larges, un peu plus grands, c'est sans doute ce qui parfois suscite une certaine attention, voire une certaine vindicte. Je pense que ces lieux sont utiles. Disons, dans les fonctions que j'ai occupées, je reçois 30 invitations par an pour ce genre de manifestations. Je les sélectionne. Je vais au Bilderberg en moyenne une fois et demie, tous les 2 ans. Et la raison pour laquelle le Bilderberg est plutôt en haut de ma liste, c'est parce que mon expérience, c'est que j'y apprends quelque chose. C'est aussi, de temps en temps, j'y dis quelque chose, et les gens qui sont là sont plutôt des leaders d'opinion, et donc ça vaut quelque chose de manière même purement fonctionnelle, mais ça n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est j'y apprends quelque chose. Pour prendre 2 ou 3 exemples, j'ai assisté à des dialogues sur la question israélo-palestinienne avec des grands acteurs israéliens et palestiniens qui m'ont appris beaucoup. J'ai assisté à des discussions il y a 2 ans sur les enjeux de la cybersécurité, dont je n'ai pas fréquenté une telle qualité dans d'autres cercles qui pourraient... Bon. Donc, si vous voulez, ça c'est une question de jugement personnel. J'aime apprendre, j'aime comprendre. S'il y a des endroits où j'apprends et où je comprends mieux que les autres, c'est un peu comme si j'avais à choisir une université pour étudier un sujet. J'essaie de prendre ce qui me paraît le meilleur, et dans un certain nombre de cas, le Bilderberg vient en haut de liste. C'est ainsi. Je n'en tire pas de conclusion. Et disons, pour ce qui est de la légende selon laquelle le Bilderberg est un club où se déterminent les grandes évolutions de ce monde, de sa politique et de l'avenir, ça n'est pas son ambition, et si ça l'était, de toute façon, ça ne marcherait pas. Je termine sur Bilderberg. Je pense que la méthode en tant que telle était très novatrice. À l'époque, certainement. Moins maintenant, mais à l'époque certainement. Et je crois que ce sont des constructeurs de ponts qui ont été utiles. Il y en a d'autres, et sans doute les ponts d'aujourd'hui doivent-ils être encore plus ambitieux, plus longs, plus larges que les ponts de l'époque, mais je pense que c'est une contribution incontestable à la fabrication d'un espèce d'esprit collectif, à une analyse qui n'est pas forcément commune, mais qui au moins se nourrit des analyses des autres.
J'ai rarement, disons, perdu mon temps dans ce genre de débat ou dans ce genre de contact. Tout à l'heure, en parlant de Bilderberg, vous évoquez la Commission trilatérale et d'autres organisations, et vous avez été membre de plusieurs think tanks. Pouvez-vous nous dire quelle est l'importance de ces organisations, d'abord pour vous, de participer à ce genre d'activité, mais surtout dans la construction de la gouvernance mondiale? Non, si vous voulez, j'appartiens à la catégorie de l'humanité qui pense que ce sont les idées qui mènent le monde. Je sais que ça n'est pas partagé par tout le monde, mais on a chacun ses convictions. Ces endroits sont des fertilisateurs d'idées. Ce sont des endroits où on met les idées au contact les unes des autres, et parfois, pas toujours, parce qu'effectivement c'est une chimie très complexe, il en sort des innovations, il en sort des vues nouvelles, il en sort des projets qui n'auraient pas vu le jour si ces endroits n'existaient pas. Bon. Alors c'est vrai que dans l'ensemble, c'est quand même réservé à une toute petite élite de gens qui ont la chance d'avoir des positions qui leur permettent d'assister à ces événements, d'y participer, d'y apporter quelque chose. Et c'est vrai que, d'un certain point de vue, le citoyen ou la citoyenne n'a pas du tout cette acclimatation, n'a pas du tout ce sentiment de ce qui s'y passe. Et donc, les gens, dans ces cas-là, ont un peu tendance à fabriquer des théories du complot. C'est classique en politique. Bon. Comment remédier à ça ? Je pense que, d'abord, les moyens de communication d'aujourd'hui sont tels que, disons, des petits groupes bien structurés intellectuellement et bien organisés dans leur communication ont une force de frappe sur l'opinion qui est potentiellement beaucoup plus forte qu'avant. Quand Jean Monnet avait fabriqué le comité d'action pour l'Europe, il fallait qu'il prenne un syndicaliste, un patron, un politique qui dose bien tout ça. Bon, aujourd'hui, avec Facebook, Twitter, c'est quand même un autre sport. Bon. Mais je pense aussi qu'il y a inévitablement une résistance de ceux qui occupent la scène politique dans les États-nations, qui restent la matrice principale de la légitimité, à ouvrir ce jeu. Pour des raisons bien compréhensibles, ils sont dans la proximité, c'est de là qu'ils tirent leur légitimité, c'est là qu'ils peuvent utiliser les recettes de leur métier. Le champ international est très très différent, et donc comment faire bouger ça ? Ça passe, à mon avis, inévitablement par la société civile. Ça passe aussi par les syndicats. Je veux dire, le monde syndical, dans sa pensée, c'est aujourd'hui mondialisé davantage que beaucoup d'organisations qui n'ont jamais réussi. On a une confédération internationale des syndicats qui a résulté d'une fusion entre des mouvements syndicaux d'origine religieuse ou politique différente. Et il y a quand même une très grande résistance des structures nationales à aller dans cette direction. Et ça, il faut pousser d'en bas. Hein. Il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a pas d'électeur global. Il n'y a pas de personne ne va être jugé dans la vie politique et dans ce qui fait la compétition politique sur ce que pense le voisin de vous. Ce qui compte quand vous êtes dans la politique, c'est ce que pensent vos électeurs. Et si vos électeurs ne pensent à vous que comme dirigeant national et n'intègrent pas cette dimension internationale, il ne faut pas être très étonné de cette viscosité et cette grande contradiction, hélas croissante, dans laquelle on est entre le fait que le pouvoir est local et les problèmes globaux. Et j'ai l'occasion de réfléchir pas mal à ces questions, et c'est vrai que d'un certain point de vue, j'ai un peu évolué. Disons, il y a 20-30 ans, je pensais que la solution, c'était dans, disons, la globalisation des problèmes locaux. Aujourd'hui, je suis
plus pragmatique, je pense que la solution est plutôt dans la localisation des problèmes globaux, parce que aussi longtemps que disons, le citoyen ne prend pas en main cette partie-là de l'espace, la légitimité des dirigeants nationaux n'est pas affectée par cette dimension internationale. Et j'ai parfois un peu d'agacement à écouter des commentaires du genre « Ah ben oui, mais ces leaders nationaux ne sont pas assez leaders ». Ils ne sont pas assez leaders parce que le leadership en politique, ce n'est pas quelque chose d'éthéré, ce n'est pas quelque chose qu'on programme, c'est quelque chose qui est sanctionné par les élections la prochaine fois. Et je ne pense pas qu'on puisse leur reprocher cette espèce d'attitude paroissiale. Je pense que c'est un excès que de les accuser de ne pas exercer assez de leadership international. C'est aux citoyens de leur faire comprendre, par leur propre démarche et par leur propre responsabilité, que cette dimension doit devenir importante. Il est évident que ça prend du temps. Quel regard portez-vous sur l'avenir des relations transatlantiques ? Non, elles sont indispensables parce que cet axe transatlantique reste une des ancres de stabilité dans le monde d'aujourd'hui. Et il y a derrière tout ça une proximité de pensée, de valeurs, même si les Européens sont contre la peine de mort et les Américains pour, ou même si les Européens sont totalement interdits à ce qui se passe en matière de vente d'armes à des citoyens, il y a des différences notables, mais il y a quand même une espèce de matrice commune qui est celle du monde occidental. Et je pense que ça a sa valeur, ça a sa richesse. Simplement, nous ne sommes plus dans un monde où l'ambition transatlantique pouvait être de régenter ce monde et où les Américains pouvaient avoir l'ambition de se servir de l'Europe pour le faire. Je ne pense pas d'ailleurs que l'Europe ait jamais eu comme ambition de se servir des Américains pour régenter le monde. Je pense que ce monde-là a changé. Autrement dit, il reste une relation de cousinage qui est importante, mais je pense qu'entre-temps, les Américains donneront de plus en plus d'importance à la relation pacifique, inévitablement, et que les Européens, par exemple, devraient donner plus d'importance à la relation avec l'Afrique. Je comprends très bien pourquoi les Américains pensent que c'est le Pacifique qui importe dans les 10, 20, 30 ans qui viennent. Je comprends moins bien pourquoi les Européens continuent à négliger cette espèce d'enjeu géostratégique fondamental pour eux, qui est l'évolution de ce continent, dont la population sera le double ou le triple de la population européenne d'ici 10 ou 20 ans. Et là, si vous voulez, je pense que les Européens devraient reconsidérer un peu leur positionnement géostratégique. Il y a là des insuffisances, à mes yeux, qui sont assez criantes. Les relations bilatérales entre certains pays européens et leurs anciennes colonies recommencent à avoir une certaine importance, mais à niveau européen, là, effectivement, il n'y a pas de véritable stratégie concernant l'Afrique. Je crains que ce ne soit le cas. Alors, c'est vrai que, disons, l'histoire a son poids et que beaucoup de pays africains, à une exception près, ont été des colonies européennes, qu'elles soient anglaises, portugaises, françaises, allemandes, puis belges, puis... Bon, c'est vrai. Mais je pense que là aussi, ce monde-là est un monde qui est terminé. Et si l'Europe n'avait pas colonisé le continent africain, et si le congrès de Berlin n'avait pas eu lieu, avec d'ailleurs toutes les conséquences quand même assez catastrophiques que ces décisions et ces moments ont eu sur le parcours du continent africain,
je pense qu'il faudrait aujourd'hui, compte tenu de cette proximité évidente, s'en préoccuper, et s'en préoccuper, encore une fois, probablement plus sérieusement qu'aujourd'hui. Plusieurs personnes disent que la construction européenne s'est opérée par à coup et toujours à travers des crises et des moments de blocage qui font que, alors à ce moment-là, une fois qu'on est face à la crise, on réussit à débloquer la situation et aller de l'avant. Est-ce que vous partagez cette analyse que l'Europe est oui. évolué par Il n'y a aucun doute là-dessus. D'ailleurs, comme la plupart des processus de transformation historique, l'histoire des changements politiques importants, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a eu des révolutions, il y a eu des catastrophes, il y a eu des cataclysmes. Ces catastrophes, commencées par les deux guerres mondiales, ont elles-mêmes été porteuses de grandes transformations, qui étaient d'ailleurs en germe dans l'esprit d'un certain nombre de gens, et qui ne se sont produites qu'à cause de ces catastrophes. Et la crise est un accoucheur de l'histoire. Ça a été très bien dit et écrit par des grands historiens ou des grands philosophes. Et l'Europe est un témoignage de cela pour une raison simple. C'est que, à cause de l'enracinement westphalien de la politique, s'en dégager suppose une énergie politique qui donne la force physique de sortir de cette abstraction westphalienne, et que les crises sont porteuses d'énergie. Alors, il y a des crises financières, il y a des crises économiques, il y a des crises sociales, il y a des crises militaires. Parfois, ça produit des catastrophes qu'on mesure en nombre de morts ou de vies humaines. Parfois, ça produit du chômage. Parfois, ça produit des dérèglements climatiques. Alors, je ne pense pas qu'on puisse programmer les crises pour fabriquer l'énergie politique comme on le ferait avec une mini-bombe atomique, même si c'est ce qu'un certain nombre de révolutionnaires ont eu en tête en cherchant à provoquer ces crises. Donc je pense qu'il n'y a là rien de nouveau. Il faut savoir et garder en tête que parce que cela nécessite de l'énergie, les moments de crise qui produisent de l'énergie seront importants dans la construction européenne. Ça a été le cas, ça sera le cas dans l'avenir, et je pense qu'aussi longtemps qu'on n'aura pas stabilisé, comme ça l'a été dans des dispositifs de gouvernance nationaux qui sont eux-mêmes le résultat de crises, de guerres, parfois de catastrophes épouvantables, puis qui ensuite se sont, si je puis dire, sédimentés et stabilisés. Aussi longtemps que l'Europe ne sera pas sédimentée et stabilisée comme des constructions nationales l'ont été, alors le système demeurera fragile et sujet à des turbulences qui, parfois, sont créatrices, parfois peuvent être destructrices. Et dans votre expérience à Bruxelles, est-ce qu'il y a un moment ou une crise, entre guillemets, particulière qui vous a marqué, qui pourrait être un bon exemple de... Oui, disons les crises monétaires qu'on a connues à répétition dans les années 80 et dans les années 90 sont un assez bon exemple de ça. Je pense qu'on n'aurait pas fait l'euro sans ces crises, même si on ne l'a pas tout à fait bien fait. La preuve, c'est qu'une crise ultérieure oblige à réparer ce qui avait été mal fait au départ. Donc il y a vraiment des tas d'exemples de cela. La chute du mur, qui a été en quelque sorte une crise positive, qui a, disons, obligé à se reposer la question de l'élargissement, que les Européens avaient, disons, toujours en tête de manière assez générale, ou dans telle ou telle footnote, notamment pour ce qui était de la réunification allemande. Voilà une crise positive qui a mis les Européens en face de la nécessité de procéder différemment. Donc ça a été un accoucheur de cette évolution.
Cette année, on célèbre les 40 ans de l'adhésion de l'Angleterre à la communauté européenne. Et je suis allé à plusieurs événements à Bruxelles pour célébrer l'événement. Et ce que j'ai trouvé, c'est surtout un sentiment comme ça, de déception et mêlé à une acceptation du fait que voilà, le référendum de la sortie de l'Angleterre se fera et que la sortie de l'Angleterre semble inévitable. Ça, c'est ce que j'en ai tiré du sentiment actuel. Pensez-vous que cela puisse se passer? Et si oui, quel changement cela impliquerait pour l'Europe? Est-ce que ça serait... En fait, je crois que c'est encore très spéculatif. Et bien, cette annonce du Premier ministre britannique est manifestement d'abord une opération de politique intérieure, qui démontre d'ailleurs, s'il en était besoin, où se joue la légitimité. Mais moi, j'ai toujours été considéré comme anglophile. Il y a ce que je pense de l'appartenance de la Grande-Bretagne à l'Union européenne, et puis il y a ce que pensent les Britanniques. Bon, ce que j'en pense peut avoir un certain intérêt, et ce qui compte, c'est ce qu'eux en pensent. Et on en revient à ce problème de la réalité nationale et locale du pouvoir. C'est aux Britanniques de se déterminer. J'aurais du mal à concevoir une Europe projet civilisationnel sans la Grande-Bretagne, qui, à mon avis, partage 80% de ce logiciel civilisationnel. Reprenons, si on demande aux non-européens de placer sur des axes droite-gauche, justice sociale, efficacité économique, liberté publique, si on demande aux Européens à l'aveugle de positionner la Grande-Bretagne telle qu'ils l'aperçoivent quelque part, ils vont la mettre sur le continent européen. Ils ne vont pas la mettre sur le continent américain, quel que soit ce qu'on pense de la relation privilégiée. Disons, les plus astucieux les mettront quelque part au milieu de l'Atlantique, entre les deux. Bon. Mais de mon point de vue, ça ne fait aucun doute, du point de vue de la langue, du point de vue de la littérature, du point de vue de l'art, du point de vue de l'histoire. La Grande-Bretagne est un pays européen. Bon. Alors, la Suisse aussi, d'un certain point de vue, la Norvège aussi. Et pourtant, la Suisse et la Norvège ne sont pas membres de l'Union européenne. Donc, ça laisse ouvertes des possibilités. Mais je pense qu'à la fin du fin, c'est aux Britanniques de se décider. Nous ne sommes pas dans un état de la construction européenne, contrairement à ce qu'on pourrait penser sur le plan utopique, nous ne sommes pas dans un état de la construction européenne où ce sont les autres Européens, avec les Britanniques, qui vont décider si les Britanniques restent dans l'Union ou pas. Ce sont les Britanniques. Et je crois qu'il faut avoir l'humilité, tout en ayant, disons, la conviction philosophique, intellectuelle, morale, politique de la nécessité de cette construction. Je crois qu'il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'elle peut se heurter à des obstacles comme celle-là. Je pense qu'une Union européenne sans la Grande-Bretagne sera moins forte. Et si je crois à la construction européenne, c'est parce que je pense que les pays individuels ne sont plus, disons, à la taille des grands enjeux civilisationnels du monde contemporain. Donc, personnellement, parce que je pense que l'Europe est un projet civilisationnel, si la Grande-Bretagne sort, disons, de l'Union européenne en tant que porteur de ce projet de civilisation, je trouverais ça dommage. Je sais aussi que je n'ai pas de pouvoir d'influencer le vote des citoyennes et des citoyens britanniques, pour ne pas parler d'ailleurs de la position que prendront leurs collègues écossais à telle ou telle occasion. Dans le cas où ce référendum se ferait, est-ce que ça pourrait renforcer les partis indépendantistes, nationalistes, comme il y en a en Flandre, en Italie, en Espagne, et provoquer du coup un mouvement en Europe en général qui pourrait provoquer la transformation de l'Europe d'Europe d'État-nation à Europe des régions? Oui, disons, ces partis ont le vent en poupe.
pour des raisons qui sont circonstancielles. Le choc économique et social de la crise provoque de la douleur sociale, et, disons, les mouvements populistes, extrémistes, à forte tendance identitaire, ont toujours prospéré sur le terreau des difficultés économiques et sociales. Les exemples sont extrêmement abondants dans toute l'histoire. Donc, en ce moment, c'est ça, au fond, qui leur donne cette portance particulière. Mais disons, je ne pense pas non plus qu'on puisse assimiler UKIP avec les indépendantistes catalans ou avec les Basques. UKIP veut sortir au nom d'une identité, les Catalans ou les Basques veulent rester dans leur identité, mais aucun de ceux-là ne dit qu'il faut qu'on sorte de l'Union européenne. Ils peuvent projeter dans leur propre parcours ou vision historique une relation différente de celle qu'ils ont avec l'État-nation auquel ils appartiennent. C'est quelque chose qui n'est pas inenvisageable. De ce point de vue-là, si vous voulez, mon avis personnel est que on voit dans les difficultés de la construction européenne le problème de sortir de cette gangue nationale. Je ne suis pas sûr que le même mouvement par le bas soit beaucoup plus facile. Si ce n'est que, disons, le mouvement par le bas est justifié par un sentiment d'identité que le mouvement par le haut, pour l'instant, ne possède pas. Mais il y a aussi probablement moyen d'organiser les espaces politiques européens avec des régions fortes, des nations fortes et une Europe forte. C'est un schéma qui n'est pas du tout inenvisageable. La désaffection de l'opinion publique vis-à-vis de l'Europe est grandissante, et s'il y a 20 ans, je dirais que ça provoquait à la limite, comme ça, on ne se préoccupait pas tellement de l'Europe. Maintenant, aujourd'hui, ça provoque vraiment une réaction négative à l'encontre des institutions européennes, où maintenant on les indique vraiment comme étant les responsables de la crise, de la situation par exemple de la Grèce, etc. Et je me demandais si vous aviez quelques recettes à nous suggérer pour faire en sorte que... Non, c'est un problème très difficile. C'est vrai que, disons, la construction européenne a moins de soutien dans les opinions qu'elle ne l'a eu. Bon, les raisons sont complexes. Ça n'est pas d'ailleurs forcément... Les institutions européennes elles-mêmes ont moins de soutien dans l'opinion, mais enfin, dans la plupart des cas, les institutions européennes ont plus de soutien que les gouvernements nationaux. Ce qui, d'un certain point de vue, est un peu paradoxal si on regarde de près ce fameux problème du déficit démocratique. Bon. Alors, il y a à tout cela des tas de raisons. Je suis de ceux qui pensent que les discours des dirigeants nationaux sur l'Europe sont en grande partie responsables de cela. J'ai vécu 15 ans de ma vie à Bruxelles, 10 ans avec Delors et 5 ans comme commissaire. On connaît trop la chanson. Quand c'est bien, c'est grâce à moi. Quand c'est pas bien, c'est la faute à Bruxelles. Quand on utilise cette rhétorique politique assez commode qui consiste, elle existe sur tous les continents et dans tous les pays, à mobiliser la proximité contre la distance, qui est un vieux truc de la politique. Quand on fait ça toute la journée, pendant toute la semaine, le dimanche, aller dire « Attendez, à propos, on a fait une constitution et maintenant l'Europe c'est bien », les gens disent « Attendez, est-ce que c'est ce que vous dites pendant la semaine ou est-ce que c'est ce que vous dites le dimanche qu'il faut croire ?» Donc il y a à cela des tas de raisons. Mais je pense que, fondamentalement, ce qui manque, c'est un stabilisateur d'identité collective ressentie qui fait ce sentiment d'affectio societatis européen. J'ai d'ailleurs toujours été de ceux qui ont regretté que les tenants les plus ardents de la construction européenne se soient fait
blousé par, disons, les diplomates britanniques et français quand on est passé du terme communauté européenne au terme Union européenne. Je pense que sémantiquement, ce glissement a été mauvais. Et il n'était pas inintentionnel. Bon, il y a des coups auxquels on peut parer et d'autres auxquels on ne peut pas parer, peut-être parce qu'on n'a pas fait attention, peut-être parce qu'ils ont été plus malins. Mais je pense que le fond, c'est ça. Le fond, c'est que le sentiment d'appartenance à une communauté, avec ce que ça implique de solidarité, d'identité, de proximité, pour l'instant, ne résiste pas à un certain nombre de chocs. Et il y a des erreurs, si je puis dire, politiques qui sont à l'origine de cela. Bon, c'est toujours facile de distribuer les chapeaux des erreurs politiques, mais c'est aussi le résultat. Tout ça n'est pas d'une fatalité. C'est aussi le résultat qui ont été commises et qui manifeste, une fois de plus, le confort du versant local par rapport à l'inconfort du versant supralocal, qu'il soit européen ou même mondial. J'avais une question relative à la solitude du pouvoir. Qu'est-ce que cela évoque pour vous ? Disons, personnellement, je n'ai jamais été, disons, en position de pouvoir telle que cette solitude me pèse. J'ai été dans des positions d'autorité, j'ai été dans des positions d'influence, j'ai rarement été dans des positions de pouvoir au sens politique plein du terme. Mais en même temps, j'en ai fréquenté suffisamment pour savoir que c'est un réel problème. Il y a des moments où, et j'en ai vécu à ma, disons, modeste échelle, il y a des moments où les seuls éléments dont on dispose pour prendre une décision dont on sait qu'elle peut être grave, qu'elle peut faire basculer les choses d'un côté ou d'un autre, sont ceux que vous avez au fond de vous-même. Hein. C'est comme la fin d'un marathon. C'est ce que vous avez dans la tripe qui va faire que vous allez le finir ou non, quel que soit le temps d'ailleurs dans lequel on le finit. Il y a des moments où on sent qu'on ne peut plus compter que sur ses propres ressources, et ces moments-là sont inévitablement des moments où on est seul face à ses propres responsabilités. Il faut être suffisamment entraîné, capable, savoir que ces situations-là existent pour ne pas être pris au dépourvu, parce que quand on est pris au dépourvu, on a plus de chances de faire des bêtises que quand on s'est préparé. Je vous poserai une dernière question. Si vous deviez transmettre un message aux jeunes générations, que leur diriez-vous ? Je leur dirais, vous êtes Européens, apprenez ce que cela veut dire et appréciez-le. Et si vous n'êtes pas capable de l'apprendre vous-même, allez poser la question à des non-européens pour qu'ils vous l'expliquent. Et je pense que c'est à partir de ce moment-là que vous trouverez ou que vous retrouverez l'affection, l'amour presque, que vous avez pour ce continent, qui est celui de votre civilisation. Encore une fois, il ne s'agit pas de l'imposer aux autres, il s'agit de retrouver l'énergie politique, psychique qu'il vous faut pour que ce modèle soit disponible pour les choix du monde de demain. Et j'en discutais il n'y a pas très longtemps avec un grand diplomate singapourien qui s'intéresse beaucoup à la construction européenne et à qui je demandais quel est le projet européen à vos yeux.
Et il m'a répondu quelque chose que je n'oserais jamais reprendre à mon compte dans un discours public. Il m'a répondu, la mission de l'Europe, pour moi, c'est de civiliser la mondialisation. Alors, je pense qu'un diplomate singapourien peut dire ça, qu'il mérite d'être écouté. Je pense que si c'est un Européen qui le dit, on va dire non, ces gens-là, ils se prennent pas pour rien. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très profond là-dedans. Et j'aimerais bien que ce diplomate singapourien parle aux jeunes. Il serait peut-être, d'un certain point de vue, plus convaincant que nous ne sommes capables de l'être aujourd'hui. Monsieur Lamy, merci de tout cœur. Très bien. C'est pour ça qu'on a besoin de vous. Hein ? C'est pour ça qu'on a besoin de vous.